Taïb Hafsi, bonjour. C'est vraiment aussi, je le dis, je le répète, c'est vrai pour certains intervenants, mais toi, c'est un très, très grand honneur pour moi de te recevoir dans mes podcasts invités. Tu es un invité de marque pour moi, tu le sais très bien, ça fait des années que j'ai beaucoup de respect pour que, pour tout ce que tu nous as apporté en termes de réflexion et en termes de connaissances. Ça, aussi bien moi que mes amis du cercle de réflexion CARE. On te prend en exemple, tu es une référence pour nous. Passage de flagornerie important, mais c'est extrêmement sincère. Alors, sans plus tarder, pour ceux qui vont nous écouter, la première question, comment l'économie moderne, dominée par les grands acteurs internationaux, influence-t-elle les entreprises locales et quelles stratégies peuvent être mises en place pour renforcer leur compétitivité? Vaste sujet, je le sais. À toi l'honneur. Ben, d'abord, un grand merci à toi, Slim, pour cette invitation. C'est vraiment un plaisir d'échanger avec toi. D'ailleurs, chaque fois qu'on l'a fait, ça a été, en tout cas pour moi, un moment d'apprentissage aussi. Euh, tu commences, c'est intéressant, tu commences avec une question finalement très concrète, très pratique. Les entreprises multinationales, tu le sais très bien, toi, tu as travaillé avec certaines, en tout cas certaines d'entre elles. Ont toujours eu un avantage, surtout dans les pays en développement, bien sûr. Parce elles ont la maîtrise des marchés, des technologies, des chaînes d'approvisionnement et surtout, bien sûr, la maîtrise financière. Elles ont aussi généralement une influence politique qui est substantielle. Bien sûr, les stratégies pour les entreprises multinationales sont différentes selon les industries. Certaines ont des stratégies de sensibilité nationale. Par exemple, ben, en Algérie, on a un exemple. Tossi je pense, maintient ses filiales relativement indépendantes avec une adaptation aux besoins locaux. Mais il y en a beaucoup qui font des stratégies de ce type-là, c'est-à-dire qui maintiennent sensibilité nationale, qui maintiennent, disons, des filiales relativement autonomes, sauf pour certaines activités centrales. D'autres ont des stratégies globales. L'industrie automobile, c'est celle qui se rapproche le plus de ce modèle de stratégie globale. Stratégie globale, ça veut dire que finalement, tout est conçu de manière centrale, avec une seule vision qui influence de la même manière tous les pays. Euh, on peut en reparler pour l'industrie automobile. Finalement, il y a des entreprises comme McDonald's, par exemple, qui ont des stratégies multifocales, si tu veux. C'est-à-dire elles ont des activités globales sont généralement pas très visibles d'ailleurs, et des activités d'adaptation locale. C'est-à-dire, je sais pas, moi, si tu vas en Malaisie, par exemple, tu vas voir des hamburgers halal, etc. Enfin, une adaptation en quelque sorte au milieu qui fait la stratégie multifocale. La, la globalisation, donc le lien entre les différents marchés, et surtout l'émergence de la Chine, parce que la Chine, elle est venue, on s'en rend pas très bien compte, mais elle est venue bouleverser la globalisation. Elle était au départ enfin, les entreprises chinoises étaient au départ des entreprises locales, mais ensuite sont devenues très rapidement des concurrents mondiaux et qui, bien entendu, ont obligé tout le monde à changer de manière importante. L'effet de ces deux, de la globalisation et de l'émergence de la Chine, ont accru euh, les économies d'échelle, ont accru l'effet des économies d'échelle. Euh, les coûts peuvent être réduits de manière considérable aujourd'hui, pas seulement de quelques pourcentages, mais par de vrais multiplicateurs. Par exemple, dans l'industrie automobile, tu sais, si tu fabriques des moteurs, tu peux
tu peux plus être concurrentiel si tu fabriques, par exemple, moins de 3 millions de moteurs dans une usine. Donc, et la différence, elle est considérable. Ça passe du simple au double, les coûts, tu vois. Bon, alors, la question, c'est ça ta question, c'est qu'est-ce qui reste aux entreprises locales? Oui, exact, exact, exact. Alors, bon, Euh, ben, oh, ouais. pardon, oui, vas-y. Non, 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 vas-y. Non, 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 j'ai pas, j'intervenais pas. Ouais, bon. Alors, ça dépend des secteurs d'activité. Ouais, Euh, Certains secteurs sont bien sûr relativement locaux, comme la nourriture, la construction immobilière. D'autres sont susceptibles de standardisation et alors on a l'effet économie d'échelle. Donc, chaque fois qu'on a la possibilité de standardiser, bon, ben, on a des économies d'échelle. Même, en fait, la construction immobilière, qui pourtant est considérée comme locale, les Coréens ont réussi à la globaliser. C'est-à-dire, ils ont fait des designs qu'ils ont utilisés chez eux, puis ensuite, ils ont vendu le design un peu partout. C'est-à-dire, quand ils allaient, je sais pas, en Chine, par exemple, ils vendaient des immeubles qu'ils avaient déjà conçus pour la Corée. Euh, En général, lorsque l'industrie quand même a un contenu culturel substantiel, on peut se distinguer, c'est-à-dire en mettant l'accent sur ça. Hamoud Boualem, par exemple, dans les boissons en Algérie, ou le fromage en France, sont des cas typiques. C'est-à-dire, finalement, on peut être compétitif et même et même dans certains cas, réaliser des économies d'échelle intéressantes. Comme tu le sais, les Allemands ont été les grands spécialistes de ça. C'est-à-dire ouais, que en Allemagne, les entreprises qui étaient très locales se sont beaucoup spécialisées et, d'une certaine manière, ont mis l'accent sur la différenciation qui leur a permis comment dire ça, d'avoir des économies d'échelle en allant à l'international et en construisant sur la réputation qu'ils avaient ailleurs. Lorsque l'industrie est standard, on ne peut pas échapper aux économies d'échelle, sauf par le biais de la réglementation, et même là, c'est limité, parce que la protection par l'État, elle est considérée à l'échelle internationale comme une décision hostile, et donc elle génère des réactions hostiles. ouais, ouais, Culturellement, tu penses que l'État te protège, mais en réalité, c'est un piège dans lequel on tombe. Ça veut dire que tu ne peux plus aller vraiment à l'international et avoir des économies d'échelle en allant à ouais, ouais, l'international. ouais, ouais. Et, Peut-être, ouais, peut-être que le mieux, mais toi, ton expérience est aussi valable là-dedans, hein, tu peux certainement avoir une opinion forte là-dessus. Le mieux, c'est de s'insérer dans la chaîne la plus efficace ou travailler avec le concurrent le plus fort. C'est ce que les Chinois, tu sais, les Chinois ont commencé locaux, hein, c'est-à-dire que avant qu'ils s'occupent de leur marché, les entreprises chinoises, leur marché était international, uniquement international. Et donc, elles avaient besoin de s'accrocher à des entreprises d'ailleurs multinationales. C'est pour ça que tu trouves toutes les entreprises multinationales en Chine. C'est parce que les entreprises locales se sont accrochées à elles au départ et puis, bon, progressivement, ont développé des muscles qui leur permettaient d'être compétitifs, même contre les multinationales. Alors, bon, s'insérer dans la chaîne la plus efficace ou travailler avec le concurrent le plus fort, il faut pour ça que la réglementation économique et financière permette des interactions internationales plus libres. C'est-à-dire, ouais. tu peux pas le faire si l'État Ah, t'empêche de le exact. faire. Ouais, Et en réalité, l'État qui le fait n'est pas très intelligent parce qu'en réalité, il détruit la capacité économique des ouais. entreprises locales. Bah, tu me tends une très belle perche là, parce que là, on est au cœur véritablement de l'idéologie dans la formation des politiques économiques. Et donc, comment justement
le rôle de l'idéologie peut influencer la prise de décision au sein des entreprises. Parce que c'est ce que tu disais, les chaînes de valeur, etc. Si on prend le cas de l'Algérie, je ne veux pas parler spécifiquement du cas de l'Algérie, mais c'est quelque chose que nous vivons. Cette notion de chaîne de valeur, nous, entrepreneurs, naturellement, on la comprend. Et, et ce qu'on a découvert, c'est qu'en face de nous, on avait un législateur qui ne comprenaient pas la notion de chaîne de valeur, qui ne pouvaient pas choisir quelles sont les chaînes de valeur, celles de l'agriculture, de l'orange, de l'abricot, celle du coton, à laquelle il faudrait réfléchir. Comment décomposer cette chaîne de valeur, la regarder et comment on peut s'inscrire dans un premier temps, comme ont fait les Chinois, dans les chaînes de valeur internationales et ensuite revenir vers notre marché local. C'est une très très belle démarche qu'ont adopté les Chinois. Ça, c'est parfaitement en vrai. On a vendu l'idée à plusieurs reprises, mais je pense que l'idéologie a un rôle fondamental et c'est la question que je voudrais t'amener que je voudrais te poser justement. C'est cette idéologie qui est d'un poids énorme dans notre environnement, nous, Algériens, mais dans le monde entier, l'idéologie a un impact, évidemment, c'est certain. Oui, en fait, c'est la question que tu poses est celle qui m'intéresse le plus. Ben, j'en doute pas. On Non, la laisse pour la fin. c'est pas ça, non, non, c'est parce qu'après toutes ces années de réflexion sur le fonctionnement économique dans des situations compliquées comme celle de l'Algérie, mais aussi des autres pays en développement, euh, tu peux pas ne pas voir l'effet de l'idéologie. Alors, peut-être qu'on a besoin de juste clarifier ce que c'est. Oui, L'idéologie, d'abord, c'est très important de voir que c'est un mécanisme de stabilité. C'est une forme de culture. C'est-à-dire, elle attribue à des règles ou des principes, elle attribue à des règles ou des principes une valeur supérieure et impose des décisions a priori insensibles au contexte. C'est-à-dire, finalement, c'est ça. Tu as des règles, des principes, allô, tu ne peux pas passer à travers. Tu as des décisions a priori qui ne tiennent pas compte du contexte. Alors, donc, ça introduit quand même une rigidification importante. Mais cette rigidification, elle peut être bénéfique parce qu'elle facilite la convergence. Mais lorsque le décalage avec la réalité est trop grand, elle peut être désastreuse. C'est-à-dire que une certaine rigidification permet la convergence, permet la coopération, mais si tu as, comment dire ça, l'idéologie comment, ne tient plus compte de la réalité, alors bien entendu, c'est un désastre. Alors l'exemple typique a été fourni par l'Union soviétique, qui s'est écroulée parce qu'elle ne pouvait pas surmonter les rigidités imposées par le système égalitaire soviétique. C'est peut-être aussi le cas de l'Amérique aujourd'hui. C'est-à-dire les Américains, c'est drôle, c'est drôle à mhm, dire, mhm. mais leurs idées sur la démocratie, etc., sont devenues une idéologie. C'est-à-dire, en tout cas, on va y revenir. Au plan économique, l'Algérie a eu aussi au moins une période de rigidité importante avec la version extrême de l'option socialiste choisie. Le pays était incapable de fonctionner après la période socialiste. Ce fut le cas de la Chine aussi dans la période maoïste. Alors, d'où vient la rigidité? La rigidité vient de la confusion entre les finalités et les moyens. En particulier, on voit souvent la confusion, si on voulait être plus concret, la confusion entre les mécanismes de génération de la richesse et ceux du partage de la richesse. Alors, bien Mhm. entendu, cette confusion impose une standardisation de la création de la richesse qui bloque la capacité des personnes, des systèmes à s'adapter et donc à créer de la richesse. Donc, tu vois, donc, Ouais. finalement, cette confusion entre
comment on génère de la richesse et comment on doit la Comment la partager, partager? c'est un problème. Concrètement, nous le savons tous maintenant, les personnes n'utilisent leur capacité de manière autonome que s'ils en profitent. Ouais. Sinon, ils attendent des instructions et résistent. Et oui, c'est parce que en réalité, au lieu d'en faire des acteurs intelligents, tu en fais des robots. Hmm. C'est ça le problème. C'est-à-dire que tu considères ils doivent répondre de manière standardisée à ce que tu cherches à leur faire faire. Donc, ça signifie, bon, si on veut que ça marche, il faut accepter la concurrence entre les personnes et ses conséquences en matière de répartition. Alors, de répartition de richesse. Alors, bien sûr, un État intelligent modère cela. Euh, D'ailleurs, on peut s'assurer d'une certaine équité, mais on ne doit pas empêcher le fonctionnement sous prétexte qu'il n'est pas halal. Tu vois, finalement, les, le problème est que la rigidité disons, est un problème pour le fonctionnement économique. Souvent, d'ailleurs, les valeurs idéologiques sont poussées à l'extrême parce qu'elles deviennent des totems. C'est-à-dire, Hmm. finalement, chacun, euh, notamment ceux qui en profitent le plus, veut prouver sa fidélité en inventant une version plus extrême que celle du voisin. Ouais. Alors, bien sûr, nous sommes extrêmement sensibles à ça, notamment puisque notre religion est déformée par ces tendances-là. Quand tu lis le Coran, il nous incite à la raison et à la science. Pourtant, les extrémistes nous font faire le contraire. Hmm. Tu vois. Alors bon, il faut un leadership déterminé, fort pour inverser la tendance. L'exemple le plus intéressant, je pense qu'il a été cité souvent, c'est celui de la Chine avec Deng Xiaoping. La Chine, tu sais, Slim, la Chine, quand Mao est mort, était dans une situation catastrophique, Ouais. catastrophique. C'est-à-dire, il y a même eu une thèse de doctorat qui a été faite par quelqu'un qui a eu un prix Nobel, d'ailleurs, par la suite, à cause de cette thèse de doctorat, qui disait la Chine ne se relèvera jamais. Donc c'est te dire combien la situation était vraiment difficile. Donc, le pays était au bord du désastre. Alors, bon, Deng Xiaoping se rendait bien compte qu'il fallait libérer les énergies parce que les gens attendaient les instructions. Donc, ça voulait dire permettre aux entrepreneurs de s'enrichir. Et il se disait, ça permettra peut-être d'enrichir la nation. Et donc, au lieu d'une production planifiée à la soviétique, on va laisser le marché décider de ce qui serait produit et récompensé. Et bien entendu, l'appareil de l'État lui a dit, ouais, mais monsieur Deng Xiaoping, ça, c'est le capitalisme. Hmm. Il leur a dit, mais qu'est-ce que c'est le capitalisme? Ils lui ont dit, ben, c'est le marché qui règle toutes les choses. Alors, c'est là où il a eu cette fameuse phrase qui a été souvent citée. Il disait, le marché, s'il permet de régler le problème, ben, tant mieux. Qu'importe qu'un chat soit noir ou blanc, pourvu qu'il mange des souris. Ouais, ouais, Donc c'était ça. Alors, donc, bon, tu vois l'effet quand même très important ouais. de l'idéologie. Euh, et il faut trouver les mécanismes pour introduire de la flexibilité. Et, et bon, Deng Xiaoping a compris que la science permet en quelque sorte de savoir qu'est-ce qui introduit de la flexibilité. Ah, bah, tu introduis directement la troisième question que j'ai pour toi. Et justement, en quoi la science, la science en tant que méthode et philosophie, peut-elle contribuer à une meilleure gestion économique et à la résolution des défis économiques actuels? On est resté vraiment dans le sujet économique, on n'a pas basculé, on aurait pu écrire socio-économique, mais
Vraiment, le rôle de la science est certainement déterminant. On pose toujours la question du savoir. On arrive toujours à cette idée du rôle du savoir, justement, dans la gestion de la vie de la cité. Et donc, là, je te demande de nous éclairer, en quelque sorte, sur cette question. Bon, j'ai regardé, tu sais, dans le podcast que tu as fait avec Nordine Melikchi, Ouais, euh, et ça me permet de te dire que euh, mon regard est vraiment très général. C'est-à-dire, ouais. quand je pense à la science, moi, je pense à la science de manière fondamentale. C'est-à-dire, finalement, la science, pour moi, c'est une méthode surtout. C'est la démarche qui permet de générer des connaissances à propos de notre monde et à propos de nous-mêmes d'ailleurs aussi. Elle génère des résultats utiles. Alors, parfois, c'est ça qui est intéressant. Parfois, ces résultats utiles, on a tendance à les fétichiser à l'aide de la technologie avec une sorte de retour à l'idéologie. C'est te dire le lien qui existe entre idéologie et science. C'est-à-dire que Ouais, si tu donnes à un résultat scientifique une valeur éternelle, ça ne marche pas. ouais, Tu comprends? Les économies d'échelle, d'ailleurs, sont un bon exemple. On peut démontrer que du fait des économies d'échelle, plus on produit, plus le coût diminue. Bon, ça a été bien étudié. Ceci est vrai aussi en marketing, en logistique. Toutes les fonctions de l'organisation sont susceptibles d'économies d'échelle. Pourtant, comme dans le fonctionnement, il n'y a pas que les économies d'échelle et qu'il faut coordonner beaucoup de choses, on s'aperçoit qu'au-delà d'une certaine taille, on a des déséconomies d'échelle. Donc, si tu considères que les économies d'échelle, c'est un totem, ben, tu vas te casser la figure. ouais. Un autre bon exemple, c'est la santé. Euh, Peut-être que c'est intéressant pour les gens qui Écouterons. vont, qui vont écouter ton podcast de se rappeler d'Hippocrate. Hippocrate a énoncé les règles scientifiques en matière de connaissances sur la santé humaine. Et à mon avis, vraiment, ça a été, son expression est l'une des meilleures sur la science. Il disait, le premier élément de la méthode, c'est un travail difficile, persistant, sans relâche, dans la chambre du malade et non dans la bibliothèque. Hmm. Une adaptation complète du médecin à sa tâche, une adaptation qui est loin d'être simplement intellectuelle. Vous voyez que finalement, il disait qu'il faut être au contact du phénomène. Si tu n'es pas au contact du phénomène, tu peux pas développer comment dire ça, une science de santé de qualité. Le deuxième élément de la méthode, disait-il, c'est fait d'observation précise. C'est-à-dire, tu es dans la chambre du malade, mais tu observes. Observation précise des choses et des événements, sélection guidée par un jugement basé sur la familiarité et l'expérience, des phénomènes récurrents qui ressortent que leur classification et exploitation méthodique. C'est-à-dire que tu es dans la chambre du malade, tu fais des observations. Comme tu as vu beaucoup de malades auparavant, ben, tu es capable de faire des liens et tu peux, à ce moment-là, si tu veux voir qu'il y a des choses qui reviennent. C'est quand quelqu'un te dit j'ai mal au ventre et en même temps il a mal à la tête, probablement que ça veut dire quelque chose qui n'est pas la même chose que j'ai mal au ventre et j'ai mal au bras. Tu vois? Ouais, ouais. Et finalement, et la chose la plus importante qu'il a dite, c'est le troisième élément, c'est, disait-il, une fois que tu as fait les deux premiers éléments, c'est la construction judicieuse d'une théorie. Non pas une théorie philosophique, un grand effort d'imagination, ni un dogme quasi religieux, mais une modeste affaire piétonne, Hmm. ou peut-être, devrais-je dire, un bâton de marche utile pour le chemin et son utilisation ensuite. Alors, ça me permet de te dire la règle la plus importante en matière scientifique, c'est que le résultat est toujours provisoire. D'accord. Et il peut être remis en cause si les circonstances ou les contextes changent. Donc la science nous dit, ne prenez rien pour définitif. Bien sûr, il y a des choses qui s'accumulent.
C'est-à-dire que ce qu'on a découvert auparavant n'est pas nécessairement faux, mais il n'est pas complet. Alors, donc, elle nous incite à la flexibilité alimentée par l'observation et la créativité. Par exemple, la théorie du Big Bang, c'est une théorie, c'est pas nécessairement une réalité. Hmm. C'est une théorie. C'est-à-dire, pour l'instant, ce qui est intéressant avec la théorie du Big Bang, c'est qu'elle nous permet d'expliquer ce qu'on observe. Mais quand il y a eu, par exemple, quand il y a eu la grande lunette Hubble qui a été lancée dans l'espace, on a découvert d'autres choses et on s'est aperçu que peut-être qu'il y a des choses que l'on devrait rajuster à la théorie, tu vois. Hmm, hmm. Alors, c'est au plan économique, on peut, on peut penser Extrapolé. on peut penser de la même manière, tu Hmm, vois. hmm, 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 hmm. Mais au plan économique, c'est un autre problème se pose. C'est-à-dire, c'est que beaucoup d'acteurs sont impliqués dans la vie économique. C'est-à-dire que tu n'as pas seulement un scientifique Hmm. face à la nature, tu as, une parcelle de la nature, tu as une multitude d'acteurs qui agissent et qui peut-être pensent chacun que c'est eux qui détiennent la vérité. Alors, bien entendu, ils ont de bonnes raisons de le penser parce qu'eux, ils sont en contact avec la réalité. Tu comprends? Alors, quand tu es au niveau central, tu n'as ni les informations, ni le savoir-faire, ni la motivation pour prendre des décisions économiques. Ah. C'est ça le problème. Donc, la démarche scientifique nous incite, à cause de ça, nous incite à concevoir le cadre dans lequel l'action économique peut prendre place, puis laisser les acteurs motivés par leurs intérêts trouver des solutions originales aux besoins économiques. Si nous ne considérons aucune décision économique comme éternelle, alors on adopte une attitude de suivi constant de la situation des acteurs économiques, puis de l'aide qu'on peut leur apporter pour surmonter les obstacles aux réalisations économiques. Tu vois? Ouais, ouais. Alors, un corollaire, si tu veux, c'est que les meilleures solutions, bien sûr, sont conçues par ceux qui ont les éléments d'information requis, donc qui sont proches de la réalité. En un mot, la décentralisation, c'est un appel scientifique pour réduire la complexité au plan économique et donner une chance de développement des entreprises et de l'économie. Aïe, aïe, aïe. C'est pas un choix idéologique, là, tu Non, comprends? ouais, 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 ouais. C'est un choix scientifique. Et à cette question de science et l'idéologie, là, cet équilibre, la science qui encourage la flexibilité, l'innovation, la créativité, etc., et l'idéologie, donc, c'est ma quatrième question, hein, qui promeut la stabilité dans la création de politiques économiques efficaces. Alors, comment équilibrer ça? C'est un jeu complexe. Tu as commencé à aborder, à apporter une ébauche de solutions, mais je je te laisse aller au-delà de Oui, la pensée que tu avais, parce que moi, je n'arrive pas à trouver, sincèrement, mon quotidien de oui, chef d'entreprise. Je suis dans un environnement où l'idéologie est totémisée, puisque tu as employé le mot totem. On a des dogmes, on est farci de dogmes, on a l'impression qu'on est dans un champ de dogmes ou de totems que l'on doit parcourir. On accepte les obstacles en tant que chef d'entreprise, mais on a du mal à accepter les dogmes, c'est-à-dire, et puis surtout qu'on est dans des environnements qui ne sont pas libres au niveau de la pensée. oui, oui, On est dans des systèmes antidémocratiques, parce que la démocratie associée au monde occidental, associée à plusieurs concepts qu'on considère comme étrangers à nos cultures. Ce qui ne devrait pas être le cas, on devrait pouvoir s'exprimer, expliquer qu'on on peut apporter. Alors, je te laisse oui, avec cette oui. pensée. Ben, Quelle est moi, je notre pense, dernière question d'ailleurs? oui, mais je pense honnêtement que les hommes d'affaires doivent être comme toi, c'est-à-dire essayer de comprendre pourquoi l'idéologie est si importante. C'est-à-dire ne pas seulement la rejeter, je sais qu'elle est un frein important, Oui.
mais comprendre pourquoi elle est là. C'est l'idéologie, ou si tu préfères, les croyances sont utiles. Elles permettent de stabiliser et d'uniformiser le comportement collectif. Elles deviennent problématiques lorsqu'elles entrent en conflit avec l'observation de la réalité. Donc, D'accord, on a besoin de les réconcilier constamment avec l'observation scientifique. Et cette réconciliation n'a pas besoin d'être un renoncement. C'est une adaptation, souvent à la marge, mais constante. d'accord. Par exemple, le socialisme, ce n'est pas une fausse théorie. Il répond à un besoin de cohésion utile à l'action collective. Mais le socialisme, il faut l'adapter aux réalités. Au début, par exemple, parfois, il peut mettre l'accent sur la répartition des ressources lorsque on vit des situations de pauvreté extrême. C'était le cas en Algérie au lendemain de l'indépendance ou de l'Union soviétique en 1917. C'est-à-dire la pauvreté extrême imposait que l'accent soit mis sur la répartition de richesses. Mais avec le temps, les choses changent. Lorsque l'Union soviétique a commencé à fonctionner, très rapidement, elle a commencé à fonctionner convenablement. Lorsque l'Algérie a commencé à fonctionner économiquement, l'égalitarisme extrême ne marchait plus. Il empêchait l'accumulation de richesses. Il fallait alors faire les ajustements pour permettre aux entrepreneurs de prendre des initiatives et de créer de la richesse, même si cela signifie égratigner à la marge des grandes valeurs du socialisme, qui est à développer des règles qui modèrent cela, notamment par le biais de l'imposition et des transferts sociaux. Bon, tu Mhm, comprends? mhm. En fait, il y a des subtilités qui sont très importantes, même dans la répartition des richesses. On s'aperçoit, par exemple, que quand on prend en compte le temps, on peut traiter facilement les personnes de manière équitable ou même égalitaire, mais pas en même temps. Tu ne peux pas les traiter tous de manière égalitaire en même temps. Mais si tu prends le temps, c'est-à-dire ceux-là, tu les récompenses aujourd'hui, les autres, tu les récompenses plus tard, etc., tu peux trouver des formules pour que ça fonctionne. Alors bon, donc là, je te parlais du socialisme. Mais aujourd'hui en Algérie, la rigidité, à mon avis, ne vient pas du socialisme. Elle vient de la peur de la désunion, la peur de la Ah, division, le fitna. ouais, Tout est soupçonné de mettre en cause l'unité nationale. Tout est soupçonné de mettre en cause l'unité nationale. C'est une forme d'idéologie qui, bien entendu, peut détruire le pays en le centralisant à l'extrême. ouais, Donc, il faut l'adapter en acceptant une décentralisation progressive qui donne la main aux entreprises et aux élites locales, leur permet d'utiliser le génie local pour progresser, tout en créant des règles, des institutions qui permettent d'éviter les excès, trouver des solutions lorsque les excès, ou trouver des solutions lorsque les excès apparaissent. Par exemple, je ne comprends pas, pourtant c'est dans notre tradition. Nous, nos jeunes vont faire leur service militaire. Alain, pourquoi on ne les enverrait pas dans les villages? C'est-à-dire, une fois leur donner la formation requise, les envoyer dans les villages pour aider les villages à développer comment dire ça, les entreprises de village, par exemple, ou simplement régler les problèmes de management, de fonctionnement des villages. D'abord, d'abord, ça stimulerait les jeunes qui haïssent ça, à aller faire leur service militaire, ils ont l'impression de perdre du temps. Et en même temps, ça leur permet de contribuer à la construction de leur pays. Alors bon, donc tu vois, finalement, cette peur de la désunion, finalement, rigidifie tellement le pays qu'elle peut le détruire. Alors, euh, la science nous incite à de la flexibilité. C'est-à-dire nous incite à regarder la réalité
la regarder, puis nous adapter en fonction de cette réalité-là. Et nous, comme je te disais, nous musulmans, nous devrions être encore plus que les autres des chantres de la science. Je te disais, notre Ouais. livre sacré nous incite à la démarche scientifique. Je ne me rappelle plus du nombre, mais je pense que le mot science est cité 97 fois dans le Coran. Comprends-tu? Je pense que même que c'est l'un de ceux qui sont cités le plus. Le Coran nous engage à être rationnel et à faire de la découverte scientifique, à faire de la découverte scientifique le mécanisme de compréhension de notre rapport à Dieu et à la nature. C'est-à-dire, dans le Coran, par exemple, très souvent, Dieu dit, vous ne savez pas encore, mais vous le saurez. Qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi il dit ça, là? Ça veut dire que, et il est explicite par la suite. Il nous dit, quand vous aurez développé la connaissance, vous comprendrez pourquoi je vous dis tout ça. Et donc, nous Beaucoup, comprendre. beaucoup ont déformé cette lecture en disant, c'est écrit, si vous ne comprenez pas, si vous ne cherchez pas à comprendre, il y a des choses que vous ne comprendrez jamais. Alors, donc beaucoup se sont arrêtés. Oui, mais c'est pas cohérent avec tout le Coran. Oui, Parce que le oui, Coran nous incite à la science, nous incite ouais, à la découverte. ouais. Et il nous a Mais, fourni ouais, la formule de l'adaptation. Nous l'avons bien sûr dénaturé, tu as raison, on l'a dénaturé. ouais. On a peut-être besoin de mieux le lire, le comprendre et l'appliquer, ça, Non. c'est sûr. Donc c'est ça. Ah, Je ouais, pense que ouais. ce que je suis en train Ça- de te dire, c'est que les, l'idéologie et la science sont nos instruments. Les deux sont nos instruments. Et nous sommes, et en particulier les entreprises sont dans le métier, parce qu'elles sont plus dynamiques, les entreprises, tu comprends? Elles sont dans le métier d'aider à la réconciliation entre ces deux éléments-là. Merci. Je voudrais te dire, est-ce que tu veux dire un dernier mot avant qu'on conclue notre entretien? Est-ce que tu as un message à passer? Je sais que tu en as passé beaucoup, mais Euh, Honnêtement, je pense que le message que je peux passer est un message qui a été passé par tellement de gens. C'est que le fait de ne pas aller vers la réconciliation entre la science et l'idéologie, c'est se faire du mal. hmm, C'est se faire du mal. Et je ouais. pense que nos jeunes ont besoin de ces, comment dire ça, de ces visions plus larges, plus grandes pour pouvoir apporter leur contribution, quoi. Hafsi, je te remercie vraiment pour ce riche entretien que tu nous as accordé, que tu m'as accordé, mais que tu as accordé à tous ces gens qui vont t'écouter et qui, je suis convaincu, ne manqueront pas de porter haut et fort cette compréhension et de la partager aussi avec la nouvelle génération. Je te remercie beaucoup et je te dis à bientôt.